Salut à toi, pensée du jour numéro 406. Nous y voici, nous y voilà. Aujourd'hui, on parle zone 2. Est-ce qu'il faut s'entraîner en haut ou en bas ou au milieu de la zone 2? Quand, pourquoi, comment? Je vais aussi parler de mon avis sur les valeurs de VO2 max données par les montres comme les Garmin et autres. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Avant ça, petit retour sur la journée d'hier. Donc j'ai eu la chance d'intervenir au sein d'un BPGEPS, musculation et c'est musculation altéro ou musculation force, je ne me rappelle plus exactement, à Mâcon, merci Sylvain, responsable de l'éducation là-bas, de m'avoir sollicité. Une super journée d'échange avec tout le groupe, c'était vraiment super. On a fait des tests, des efforts max à la salle sur les vélos. Tout le monde s'est bien donné, 3 et 12 minutes pour explorer cette idée de la puissance critique et un petit peu de théorie sur la physio, les filières et ensuite d'autres considérations pratiques autour des domaines d'intensité, toute cette histoire de distribution d'intensité, des seuils, des zones d'entraînement, à quoi elles servent, les limitations de ces différents modèles toujours et bien sûr. Vraiment une super journée, merci encore Sylvain, merci à tous les étudiants et étudiantes, c'était vraiment super. Je te rappelle que mes prochaines interventions publiques, pas ce week-end mais le week-end prochain à Nevers, 25 et 26 mars, au Elite Training Symposium, un énorme événement, plus de 25 intervenants, je pense le plus gros événement de l'année de très très loin dans le monde francophone. Peut-être une opportunité unique, on ne sait pas dans quelle mesure ça se refera à l'avenir, donc si tu es disponible, viens à Nevers, ça va être incroyable, je me réjouis de t'y voir. Et le week-end suit d'après, mon séminaire, l'oxygène dans la performance sportive, à Genève, le 1er avril, c'est pas une blague, le 1er avril à Keep Up Genève, chez mon ami Saverio. Là aussi, si tu es dans les parages, si tu es à moins de 2 heures de route, viens passer la journée avec nous, il y a encore des places, lien dans la description pour ces deux événements. Voilà, donc on attaque, haute zone 2, bas de zone 2, milieu de zone 2, où s'entraîner par rapport à cette zone 2. J'attaque avec ce premier sujet et j'enchaînerai ensuite avec cette idée de VO2 max estimé ou calculé sur les montres. Donc, déjà, comment est-ce qu'on définit la zone 2? Personnellement, je définis la zone 2 comme étant la zone d'intensité en dessous du premier seuil du lactate, si c'est la mesure que j'ai pour le définir. En gros, la méthode que j'utilise pour déterminer ce premier seuil, c'est baseline plus 0,5. Alors, dans la littérature, la baseline, donc la valeur de base que tu prends en termes de millimoles par litre de lactate, c'est les valeurs de repos. Mais personnellement, j'ai trouvé que parfois, même très souvent, les gens au repos ont une valeur de lactate qui va être beaucoup plus haute que ce qu'on va retrouver pendant les premiers paliers du test. Donc oui, je fais une petite parenthèse physio ici pour définir la zone 2 parce qu'à mon sens, c'est important qu'on parle tous la même langue parce que d'autres définiront la zone 2 légèrement différemment et il n'y a pas de problème. Il faut simplement qu'on soit clair sur les définitions, donc je partage la mienne. Donc on a cette baseline, par exemple, si tu es à 1,5 millimoles au repos, ce qui est tout à fait normal, cohérent et assez commun, ok. 1,5 millimoles au repos, tu attaques ton test d'effort, tes premiers paliers, tu descends 0,9, 0,7, même 0,5, 0,5 et après ça commence à remonter. 0,7, 1, 1,3, etc. Si tu prends la valeur de base comme étant la valeur de repos, à 1,5 millimoles, ton baseline plus 0,5 sera à 2 millimoles. Et donc, selon cette méthode d'interprétation, tu devrais définir ton premier seuil du lactate là où l'intensité, à l'équivalent de 2 millimoles en termes d'intensité, d'accord? Mais vu que tu es descendu jusqu'à 0,5 avant de remonter, ça n'a pas vraiment de sens, d'après moi, d'utiliser cette valeur de repos. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise la valeur moyenne des 2-3 premiers paliers, donc les valeurs minimales, si on veut bien, durant l'effort, comme valeur de base. Et en gros, le 0,5, c'est à partir de ces valeurs minimales, ces valeurs de base. Donc, dans le cas concret que j'ai illustré ici, on prendrait un 0,7 de moyenne sur les premiers paliers. Donc, parce qu'on a eu un 0,9, un 0,7, un 0,5, un 0,5. Donc, 0,6, 0,7 de moyenne. Et à partir de là, je prendrais le 0,5 en dessus. Donc, à 1,2, je tracerai ma ligne et je dirais, OK, là, je définis mon premier seuil du lactate.
j'utilise cette méthode un petit peu conservatrice du fait que mes paliers sont plutôt courts, à 4 minutes. Donc ça me semble cohérent comme approche. D'autres te diront qu'ils font autrement. C'est très bien, je ne dis pas que c'est la seule manière de faire, c'est ma manière de faire. Ok ? Et donc ma zone 2, elle vient en dessous de ce premier seuil. Avec la frontière zone 1, zone 2, qui n'est pas nécessairement aussi claire que ce que les gens voudraient. Parce que à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de distinction physiologique entre zone 1 et zone 2 à ce moment-là. Donc, on reste sur cette idée qu'on a ce premier seuil du lactate. Et donc maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on s'entraîne dans cette zone 2 par rapport à ce premier seuil du lactate. Donc, je pense qu'il faut prendre différents cas concrets parce que tout le monde ne va pas avoir la même prescription d'entraînement par rapport à ça. Si tu débutes l'entraînement de basse intensité, et là on part du principe que tu as ces valeurs physiologiques, d'accord, soit mesurées avec moi, soit tu les as mesurées toi-même. D'ailleurs le mois prochain en avril, je sors ma formation sur mon protocole de test de lactate, protocole 41, où je partage tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant et comment le faire de A à Z pour toi, d'accord. Donc pour te tester et pour suivre tes valeurs et pour organiser tes entraînements autour de ces valeurs-là. Donc c'est soit ça, soit tu as été faire un test avec quelqu'un, soit tu l'as fait avec toi-même. Si tu n'as pas de valeur de lactate, je te parlerai plus tard dans la vidéo de comment tu peux organiser ce travail de zone 2 au ressenti, d'accord, au ressenti. Mais comme ça, d'entrée de jeu, tu sais si tu as ces valeurs ou si tu décides de les mesurer à l'avenir, tu comprendras comment j'organise ce travail de zone 2. Donc si tu n'en as jamais fait et que tu commences à l'inclure, en partant du principe que tu as ces valeurs physiologiques, disons que tu commences avec 2 à 3 heures d'entraînement de basse intensité par semaine, d'accord. Moi, je te dirais, dans un premier temps, sur les 2-3 premiers mois, ça vaut la peine d'être conservateur et d'être en dessous de 90% ou 90% de ce premier seuil. Donc, disons que j'ai tracé mon premier seuil à 150 watts, pour faire simple. On prend 10%, ça fait 15. Donc, on fait 150 moins 15, 135. Donc, je vais faire la majorité de mon volume en dessous de 135 watts, peut-être entre 110 et 135, ok. Ça me permet d'avoir une marge, de m'assurer que je vais jamais dépasser ce premier seuil, même si je suis un peu fatigué, même si je prolonge un petit peu la séance, etc. Donc j'aime bien être conservateur, surtout dans les premiers mois, parce qu'au final, si tu n'as jamais fait ce travail, tu vas vraiment avoir de bonnes adaptations et une bonne réponse à ce stimulus. Et donc autant le faire correctement et autant pas te cramer des billes, entre guillemets, ou des cartouches, et vraiment faire en sorte que ce travail soit le plus tranquille possible et le moins fatigant pour le corps, autant au niveau nerveux qu'au niveau métabolique, d'accord. Donc ça, c'est dans les premiers mois. Si tu n'en as jamais fait, ce développement va vraiment te faire du bien. Ça ne sert à rien d'être pile poil au premier seuil, d'accord. Encore une fois, il vaut mieux être un petit peu en retrait. Donc 90 ou 90% de ce premier seuil, je prends ça comme la valeur supérieure que tu devrais viser dans ton travail de zone 2 en général. Donc je te dirais que si on doit parler bas, milieu et haute zone 2, je te dirais reste au milieu, voire en bas de zone 2. Une fois que tu as accumulé ce volume sur 2-3 mois, peut-être même 5-6 mois, parce que avec ce travail-là, ça ne sert à rien de se précipiter vraiment, autant prendre son temps et le faire dans la durée. Une fois que tu as accumulé ce travail et que tu peux augmenter un petit peu ton volume d'entraînement, donc peut-être de l'ordre de 4 à 5 heures par semaine de basse intensité, on s'entend bien. Bonjour. Bonjour. Donc 4 à 5 heures par semaine. À ce moment-là, on peut commencer à réfléchir un peu plus loin et à se dire, et là je parle vraiment juste du travail de basse intensité. Okay, et c'est clair que certaines personnes n'arriveront pas à 4 à 5 heures par semaine de basse intensité. Je parle peut-être principalement pour les compétiteurs ici et ceux qui ont du temps pour s'entraîner et qui veulent s'investir dans ce genre de travail, ou pour les sportifs qui font des sports d'endurance. Là, bien sûr, le volume de basse intensité va être extrêmement important pour vos performances, mais pas seulement votre santé aussi. Donc 4 à 5 heures par semaine, là ce que je dirais c'est que sur 5 séances totales de basse intensité, qu'elles soient faites en une semaine ou pas, d'accord, sur 5 séances, il y en a 4 qui vont être faites comme je l'ai décrit précédemment, c'est-à-dire en dessous de 90 ou 90% de ce premier seuil, donc bas, milieu de zone 2, et une séance, donc 20% de tes séances de basse intensité que tu vas venir faire, peut-être pas dans leur totalité, d'accord, mais une partie de cette 5e séance, tu vas la faire sur la limite au premier seuil, peut-être 100, 105%, 110% de ton premier seuil. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être la totalité de la séance. Donc si ta 5e séance, elle dure 1 heure, la première fois que tu fais ça, elle ne va pas te mettre 1 heure à 100 ou 110% de ton premier seuil. Tu peux très bien faire 20 minutes tranquilles,
20 minutes au premier seuil ou juste en dessus et les 20 dernières minutes tranquilles à nouveau, d'accord ? Simplement pour commencer à simuler un petit peu cette zone intermédiaire, cette zone de transition, parce qu'on ne veut pas nécessairement tout le temps être en dessous. Et ce temps de travail, tu vas pouvoir l'augmenter. Bonjour. Bonjour. Ce temps de travail, tu vas pouvoir l'augmenter progressivement au fil du temps sur cet intervalle de seuil 1 ou juste en dessus du seuil 1. En tout cas, c'est ce que j'ai vu bien fonctionner et c'est quelque chose que je trouve recommandé assez souvent. Donc, c'est ce que je mets en avant. 80% en moyenne de séances de basse intensité en bas au milieu de zone 2 et une séance, toutes les 5 séances, plutôt en haut de zone 2, voire même sur cette transition zone 2, zone 3 au premier seuil. Une fois qu'on part dans des semaines beaucoup plus chargées en entraînement, là on va avoir besoin certainement d'un peu plus de spécificité par rapport à la discipline sportive, d'accord ? Mais quoi qu'il arrive, déjà une fois que tu arrives sur des 4-5 heures de basse intensité par semaine, il faudrait idéalement qu'une de ces séances se prolonge à au moins 1h30, voire 2 heures. Et là, on doit commencer à considérer la nutrition également. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Il y a aussi Cédric de la chaîne Les Watts qui a fait une super vidéo sur la nutrition intra-séance que je te conseille d'aller regarder. Mais en gros, dès le moment où ta séance fait plus d'1h30, eh ben, tu vas vouloir manger à hauteur de 40 grammes par heure de glucides. Idéalement un mix glucose-fructose, moitié-moitié ça va très bien. Je ne suis pas nutritionniste, donc consulte ton ou ta nutritionniste pour vérifier ces chiffres, mais c'est ce que j'ai trouvé dans la littérature, c'est ce que Cédric dit aussi, c'est ce que j'ai entendu des gens qui bossent à très très haut niveau dans ce domaine-là, donc je ne fais que relater ces faits. Ceci n'est pas un conseil nutritionnel. Okay, donc dès que ta séance dépasse 1h30, tu veux bien te nourrir parce que ça va garantir la qualité de la séance et garantir une meilleure performance aussi et un meilleur ressenti aussi. Et donc tu prendras un peu plus de plaisir sur ces longues séances si tu es bien nourri plutôt que si tu es à jeun ou même juste pas assez bien alimenté. Okay, donc une fois que tu arrives sur ces 4-5 heures par semaine, tu veux une séance par semaine qui se prolonge 1h30 à 2 heures, idéalement pour développer un petit peu cet aspect de durabilité. Okay, ce travail de zone 2 peut aussi être fait sur le dos d'une séance de plus haute intensité pour justement prolonger cet effort. Là aussi, mange bien après ta haute intensité, histoire de ne pas ruiner ta basse intensité derrière parce que tu es complètement à zéro en glycogène, en sachant qu'on ne peut pas être à zéro techniquement, mais tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et une fois que tu passes plus haut dans les volumes, encore une fois, là ça va être plutôt individuel, mais de manière générale, la proportion de 80% de la basse intensité très très légère, okay, du 2-3 sur 10 et 20% ou une partie des 20% à 4-5 sur 10, juste sur cette transition. C'est pas dur, mais c'est pas super facile non plus. Ça semble être quelque chose d'assez général qui se fait dans les sports d'endurance. Okay, et aussi, bien sûr, plus ton niveau augmente et plus ce travail de 4 à 5 sur 10 va être haut en watts absolus et difficile aussi métaboliquement. Tu regardes les cyclistes professionnels avec un premier seuil à plus de 300 watts, et ben voilà, faire du travail à 300 watts, c'est faire du travail à 300 watts, même si ton premier seuil est à 330. Et donc, ils vont pas souvent à ces intensités-là, d'accord ? Donc, plus ton niveau augmente et plus tu vas passer de temps loin de ton premier seuil, ok ? Donc ça, ce serait pour quelqu'un qui a des valeurs physiologiques sur lesquelles se baser pour être précis avec ses prescriptions d'entraînement. Bien sûr, autoréguler ses séances au ressenti et à la fréquence cardiaque si possible pour améliorer la qualité de chaque séance. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas ces valeurs-là et qui n'a peut-être pas autant de temps que ça pour faire autant d'heures que ça, eh ben, je te dirais que la majorité de tes séances, comme je l'ai dit juste avant, vont être faites à 2-3 sur 10, pas plus que ça. Surtout si tu es nouveau avec ce travail de basse intensité, que tu n'en fais jamais ou que tu n'en as jamais fait. Ça ne sert à rien d'aller pousser l'intensité là-dessus dans les premiers mois. Accumule simplement du temps de qualité à basse intensité. Encore une fois, 2 à 3 sur 10. Ça devrait être super facile. Pas de sentiment de fatigue dans les jambes. Tu devrais voir une tendance cardiaque plate sur une séance d'1 heure. C'est-à-dire qu'entre la minute 10 et la minute 60, il n'y a pas de dérive cardiaque vers le haut. En tout cas, moins de 5 battements de dérive vers le haut. Tant bien même qu'il ne fasse pas super chaud ou qu'il y ait des éléments extérieurs qui influencent cette fréquence cardiaque à la hausse. Mais voilà, vraiment un état interne super stable au niveau musculaire, très très facile. Tu te sens bien à la fin de la séance. Si tu sens que tu as perdu ton temps, tu as fait du bon boulot. Donc là, on est pas mal. Là, on est pas mal sur cette prescription d'intensité. Et j'espère avoir répondu à la question où est-ce que je fais mon entraînement, bas, milieu ou haute zone 2.
Pour faire court, la majorité milieu et bas de zone 2 et une petite proportion en haut de zone 2 une fois que tu as fait plusieurs mois d'accumulation de quelques heures de travail par semaine, parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de se précipiter et de vouloir pousser l'intensité trop tôt sur ce genre de séance. Okay, et bien sûr, en plus de ça, il y a le travail de plus haute intensité, que ce soit du travail de type tempo, seuil, VO2 max ou autre, qui va venir complémenter cette basse intensité. Regarde ma vidéo d'hier, la haute intensité c'est important, mais ça se respecte et donc il faut bien sûr l'inclure parce que rien n'est complet sans les deux versants de l'entraînement, basse intensité et haute intensité. Et quand je dis haute intensité de manière générale ici, je veux dire en dessus du premier seuil, parce que dès le moment où tu rentres sur du travail de zone 3, 4, 5, 6, 7, eh ben, ton coût métabolique et nerveux va augmenter. Bien sûr, tu vas pouvoir faire des séances beaucoup plus longues en bas de zone 3 que sur des Wingates en temps effectif de travail, mais ça reste que la haute intensité, c'est de la haute intensité, c'est pas gratuit. Tu vas y laisser des cartouches, donc traite ça avec respect. Mais bien sûr, c'est des séances qui sont importantes pour progresser. Tu ne peux pas faire que de la basse intensité tout le temps, ne faire que ça et mettre le reste de côté et voir des résultats probants. On enchaîne, on parle maintenant de la VO2 max estimée par les montres, VO2 max Garmin et autres. Qu'est-ce que j'en pense? Quel est mon avis? Et j'avais une question, désolé, je ne me rappelle plus de ton prénom, concernant le fait, est-ce que une VO2 max estimée de Garmin est un bon indicateur de performance ou de progrès si je me prépare pour une cyclo sportive de 5 heures? Alors déjà, les cyclos, c'est pas mon domaine de compétence, donc je te dis, va regarder la chaîne de Cédric, Les Watts, sur YouTube. Chaîne de vélo, de théorie, de pratique extrêmement pointilleuse et poussée. Cédric, il est très très bon dans ce qu'il fait. Il est aussi très très bon sur le vélo. Et je te conseille grandement d'aller suivre son compte et de regarder ses vidéos. Tu trouveras plein de choses intéressantes pour t'aider à te préparer pour un événement de 5 heures. Cela étant dit, à mon sens, non. Une VO2 max ne sera pas un bon indicateur de performance et de progrès pour une cyclo-sportive. De ce que je comprends à l'heure actuelle du cyclisme et de ce genre de course, eh ben, la différence, elle va se faire sur la fin. Alors, bien sûr, on parle des gens qui sont sur le haut du tableau. Je ne sais pas où tu te trouves par rapport à la compétition qu'il y aura dans une course comme ça. Mais c'est clair que l'aspect durabilité, résistance à la fatigue, il est extrêmement important. Et donc, le travail de basse intensité, notamment en dessous du premier seuil, avec des volumes conséquents, donc des longues séances, va être très très important. Encore une fois, vois les vidéos de Cédric pour tout ce qui est nutrition, organisation de l'entraînement, les types de séances qu'il fait sur ses longues sorties, etc., etc. Il faut être complet, bien sûr, pour ces courses, parce qu'il faut durer tout le long de la course, bien sûr, avant d'arriver sur les 10 km et pour faire la différence. Mais quoi qu'il arrive, cet aspect de durabilité va être extrêmement important. Donc, il faut te faire des séances qui vont être 3, 4, 5 heures, même si elles ne sont pas à l'allure de course, hein, mais avec peut-être des blocs d'intensité inclus dans ces longues sorties. Il en a fait, d'ailleurs, la séance qu'il prend comme référence pour sa nutrition, c'est une séance de 5 heures avec 3 fois 20 minutes éparpillées dans ces 5 heures, si je ne me trompe pas. Donc une bonne illustration du type de travail qui est nécessaire pour ces cyclos sportives. Mais pour revenir à ta question initiale, VO2 max estimé sur la montre, ces estimations deviennent de plus en plus justes, correctes, d'après ce que je peux voir vis-à-vis de mes tests. Mais au final, la VO2 max, ça ne veut pas dire grand-chose, d'accord? Est-ce que c'est un prérequis pour performer à très haut niveau? Absolument. Est-ce que tu peux avoir une VO2 de 45 et être un cycliste élite en catégorie open? Non, tu ne peux pas. C'est un prérequis. Après, ce n'est pas un prédicteur de performance, d'accord? C'est le plafond, si tu veux bien, de ta consommation d'oxygène. Mais après, ce qui fait la grosse différence en cyclisme notamment et dans les sports d'endurance en général, c'est le pourcentage de cette VO2 que tu vas pouvoir tenir au premier et au deuxième seuil respectivement. Okay, plus l'événement est long et plus le pourcentage au premier seuil est important. Les événements plus courts, ce pourcentage au deuxième seuil va être relativement plus important par rapport au plus important en relation au premier seuil, si tu me comprends. Donc non, je ne prendrais pas ça comme un indicateur de performance. Est-ce que ça peut être un indicateur de progrès global? Oui, certainement. Mais encore une fois, je pense que ces valeurs sous-maximales, ces points d'ancrage sous-maximaux, premier seuil, deuxième seuil, sont beaucoup plus intéressants pour faire un suivi, une quantification des progrès et du développement sur le moyen long terme que cette valeur de VO2 max. Elle fait partie de l'équation et de la vue d'ensemble, si tu veux bien. Mais à mon sens, c'est pas la valeur la plus importante. Personnellement, c'est
c'est une valeur que je regarde, mais c'est pas ma valeur de référence pour mes tests ou pour des cyclistes que j'aurai la chance de tester ou avec qui je travaillerai. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question concernant cette valeur de VO2 max estimée. Je crois qu'on arrive au bout, on est pas mal, une vingtaine de minutes de vidéo. Voilà pour ta petite pensée du jour du samedi. Je pense que je vais continuer à notamment m'inspirer des différentes questions que vous me posez dans les commentaires des vidéos pour mes pensées du jour. Ça semble fonctionner assez bien, puis moi ça me plaît. Puis je suis content d'être de retour sur cette petite lancée de PDJ. Donc voilà, comme je te l'ai dit, le week-end prochain à Nevers, le week-end d'après à Genève. Viens passer un petit peu de temps avec moi, avec nous. Ça va être vraiment chouette. Je me réjouis de t'y voir. Oublie pas un like, oublie pas un commentaire et oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Bon week-end à toi.